Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Alexandros Omégas, plus connu dans mon contrée sous le nom d'Alexandre le Grand. Alors Alexandre, je vous en avais parlé à la fin de la dernière vidéo, c'est le fils du roi de Macédoine, Philippe II, que vous voyez ici sur cette pièce de monnaie. Sa mère, Olympias, d'accord? Femme de caractère puisqu'on raconte qu'elle dormait avec des serpents et qu'un soir Zeus en personne vint la visiter et 9 mois plus tard, devinez qui naissait? Alexandre. Donc il sera très content cet Alexandre de raconter pendant sa courte vie que son père, c'est peut-être Philippe, mais c'est aussi Zeus. Comme ça fait de lui un demi-dieu, ce qui est pas mal pour l'homme qui va conquérir une grande partie du monde. Alors, non content d'avoir un père et une mère trempés, avec un caractère bien trempé, il va avoir aussi un précepteur. Alors là, on ne peut pas faire mieux à l'époque puisque c'est Aristote. Aristote, grand philosophe, père de toutes les sciences, un immense esprit de l'Antiquité, qui était le disciple du divin et génial Platon, dont vous vous souvenez que je vous avais parlé. Donc il a le plus grand penseur et l'homme le plus savant de l'époque pour faire son éducation. Donc avec ces cartes-là dans la main, c'est sûr qu'il pouvait que faire de grandes choses. Mais il n'aurait rien fait, évidemment, hein, parce on fait rien tout seul. Il n'aurait rien fait sans son célèbre cheval, vous voyez, Bucéphale, qui est représenté ici sur cette mosaïque romaine. Donc, Alexandre devient roi de Macédoine à la mort de son père. Et en partant de ce royaume que vous voyez ici, sur cette carte, il va décider, parce qu'il est plein d'enthousiasme et il est plein d'ardeur, eh ben, il va décider ni plus ni moins de partir à la conquête du monde. Alors à l'époque, le monde, c'est quoi? Eh ben, il va défier le puissant empire perse. Vous vous souvenez, hein, l'empire perse que les Grecs, quelques siècles plus tôt, avaient arrêté lors des guerres médiques. Alors vous voyez, la Médie, hein, c'est une région de l'empire qui se trouve ici, ce qui donna son nom aux guerres médiques. Mais je reviens là-dessus. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc, en 334 avant Jésus-Christ, d'accord, Alexandre, avec une armée composée de 2400 cavaliers et de 30 à 50 000 hommes, va franchir l'Hellespont. Alors l'Hellespont, vous voyez, c'est ce bras de mer qui est ici et qui sépare l'Asie et l'Europe. D'accord, ici c'est l'Asie mineure. Donc, avec ses navires, il franchit, il traverse l'Hellespont, il amène ses troupes. Et là, il va y avoir lieu la première grande bataille, la bataille de Granique. Alors, lors de cette bataille qui a lieu en moins 334, qui est brillamment remportée par Alexandre, Alexandre va affronter les satrapes. Alors, qui étaient les satrapes? L'Empire perse était organisé en ce qu'on appelait des satrapies, c'est-à-dire des régions, d'accord? Des petits États. Et à la tête de chacune de ces régions, il y avait un satrape, on dirait un gouverneur aujourd'hui, d'accord, qui était chargé d'organiser et de représenter l'empereur. Alors l'empereur à l'époque c'est Darius III, mais on en parlera après. Donc à cette bataille, il va affronter une partie des satrapes, les mêmes satrapes qui dirigeaient les régions, vous voyez, d'Asie mineure, donc la Phrygie et la Cappadoce, et il va les battre. Il va les battre, ça va lui ouvrir les portes de l'Asie mineure, et donc il va commencer à faire la conquête de l'Empire perse. Et donc, il va aussi faire la conquête des villes grecques qui s'y trouvaient, hein, vous savez, en Ionie, en Éolie. Et donc, il va faire là comme ça, il va avancer et progresser à travers les montagnes d'Anatolie, cette partie de l'Asie mineure. En 333, novembre 333, donc un an plus tard, il va y avoir une deuxième bataille à Issos. Alors qu'est-ce qui se passe à Issos? Bon, bah, vous doutez bien que l'empereur de Perse, Darius III, il n'est pas ravi de voir ce jeune Alexandre à la tête de ses troupes venir attaquer et envahir son empire. Donc il faut qu'il aille le défendre. Et effectivement, Alexandre et Darius III vont se retrouver à la bataille d'Issos, et Alexandre va battre l'empereur Darius III, qui va s'enfuir, d'accord? Il va s'enfuir dans son empire après, mais cette défaite d'Issos va ouvrir à Alexandre les portes de l'Égypte. Pourquoi? Parce que vous voyez, Issos se situe ici, et c'est la route qui, à travers la Phénicie, hein, vous savez, on en avait parlé, la Phénicie, à travers la Phénicie, va mener Alexandre jusqu'à la riche province d'Égypte, dont il va faire la conquête. Et vous voyez ici, il va fonder une ville, d'accord, qui s'appelle, tant qu'à faire, Alexandrie. C'est-à-dire qu'il va fonder une ville à laquelle il va donner son nom.
et c'est la première d'une longue série, vous verrez, il va en fonder beaucoup des Alexandries. Alors après avoir fait fonder Alexandrie, il fait la conquête de l'Égypte, il a encore fait grossir son armée, il a recruté des hommes, il s'est modernisé. Là, il décide d'aller porter le fer au cœur de l'Empire perse. Et donc, 2 ans après la bataille d'Issos, a lieu la bataille de Gaugamel. Alors là, il affronte pour la 2e fois Darius III. Et cette fois, c'est une défaite dont Darius ne se remettra pas, puisque l'armée perse va être écrasée. Une partie des généraux de Darius finiront par reconnaître Alexandre comme le vainqueur. Darius va fuir et il sera assassiné quelques temps plus tard par des hommes de son entourage. Donc Alexandre est désormais le seul maître de l'Empire perse. Et pour couronner le tout, pour faire un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut, eh ben, il va lui-même se couronner empereur. Il va épouser une princesse perse et 10 000 Grecs de son armée vont épouser des filles des princesses perses. Comme ça, les deux peuples vont se mettre à fusionner et Alexandre devient roi de Macédoine et empereur de Perse. Alors là, c'est pas mal. Mais Alexandre, il ne va pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que vous voyez, il va continuer ses conquêtes. Il va prendre Babylone. Il va prendre Persépolis, qui est grande ville. Vous vous souvenez, on avait parlé de Babylone. Là, on est en Mésopotamie, donc il fait après Gaugamel. Il fait la conquête très rapidement de toutes les grandes cités riches et prospères de Mésopotamie. Il va ensuite à Persépolis, qui était la grande capitale de l'Empire perse, qu'il va prendre. Il la brûlera d'ailleurs. Bon, personnage sympathique, on s'en rappelle, faut pas oublier ça. Et ensuite, il va aller au-delà de l'Empire, il va commencer sa conquête. Il va aller jusqu'en Asie centrale, en Afghanistan actuel, où vous voyez, il va faire une folle chevauchée avec ses hommes. Et il va faire la conquête de tous ces territoires d'Asie centrale, de toutes les vallées afghanes. Et à chaque fois, vous voyez, il fonde des villes qu'on appelle des Alexandries. D'accord? Et l'actuelle capitale de l'Afghanistan, qui s'appelle Kandahar, c'est marqué en dessous, c'est sans doute une ville fondée par Alexandre, parce que, autant, Alexandre en grec se dit Alexandros, mais en perse, les Perses, donc le perse était la langue de l'Empire perse, ça se disait Iskander. Et Iskander, vous entendez Kandahar dedans. Donc vous voyez, aujourd'hui encore, des villes portent son nom. Il fait la conquête de l'Afghanistan, de l'Asie centrale, et puis là, vous voyez, ici, c'est l'Himalaya qui commence. Alors il va longer l'Himalaya, et il va arriver aux portes d'un fleuve qui s'appelle le fleuve Indus. Et donc il arrive aux portes de l'Inde. Et là, il va affronter une armée, la grande armée, d'un Raja. Un Raja, c'est un roi, le roi d'un royaume indien. Un Raja qui s'appelle Poros. Et Poros a des éléphants de guerre. C'est pour la première fois les Grecs vont affronter des éléphants de guerre. Il faut imaginer un peu des chars d'assaut. Les chevaux grecs sont effrayés par ces éléphants. Ils n'ont jamais vu des animaux pareils. Mais les soldats grecs et l'armée d'Alexandre, lors de la bataille de l'Hydaspe, va réussir, donc cette armée en 326, à battre le roi Poros et à s'ouvrir les portes de l'Inde. Donc il faut imaginer, les portes de l'Inde lui sont ouvertes. Donc vous voyez, il va descendre le fleuve Indus, il va fonder une ville, et ses hommes vont refuser de continuer. Lui aurait bien aimé faire la conquête de l'Inde, et puis ensuite, pourquoi pas, de la Chine et du monde entier. Mais ces hommes sont fatigués, ils veulent profiter de leur victoire, ça fait des années qu'ils sont en guerre, et donc ils veulent revenir aussi chez eux, revoir leurs femmes, leur famille. Alors Alexandre va retourner, vous voyez, il prendra un bateau, les hommes rentreront aussi à pied, les autres, et lui avec des hommes, il rentrera en bateau, et il va arriver en 323, donc 3 ans après la bataille d'Hydaspe, il va se retrouver à à Babylone, excusez-moi. Alors il n'a pas mis 3 ans à rentrer, on est d'accord, il a organisé son empire, etc. Mais en 323, Alexandre va mourir. Il va mourir de quoi? Il va mourir de fièvre et de fatigue. Ça fait des années qu'il se bat, qu'il parcourt le monde. Il est encore très jeune, mais il va mourir subitement. Et vous le voyez sur cette gravure, sur ce dessin, on voit la mort d'Alexandre ici. Et il meurt sans avoir désigné de successeur. C'est-à-dire qu'officiellement, il n'y a pas de prince, de petit Alexandre qui aurait dû lui succéder ou quoi que ce soit. Donc vous vous doutez, il a conquis un empire gigantesque. Il est maître de la Grèce, il est maître de l'Égypte, il est maître d'une partie de l'Asie, de l'Empire perse. On raconte qu'il avait projet d'aller conquérir la Gaule, l'Europe. Vous imaginez, s'il avait fait la conquête de la Gaule,
peut-être qu'on parlerait grec aujourd'hui. Hein. Bref, tout ça n'aura pas lieu. Il va mourir en moins 323 à Babylone. Et vous voyez là au pied, on voit un certain nombre d'hommes. C'est ceux qu'on appelle ces généraux. Ces généraux, c'était ses bras droits, d'accord, ces lieutenants, les hommes qui ont dirigé l'armée avec lui. C'était les gens qui étaient ses plus fidèles alliés, qui commandaient la troupe avec lui. Eh bien, ils sont 4 et on les appelle les diadoques, c'est leur nom. Les diadoques sont les généraux d'Alexandre. Eh bien, vous doutez bien que chacun de ces diadoques va vouloir un bout de l'Empire. Donc, à la mort d'Alexandre, ces diadoques vont se battre entre eux et ils vont fonder 4 grands royaumes. D'accord ? Vous avez Séleucos qui va prendre l'Empire perse. Alors vous dites, oh, il a le plus grand, il a la plus grande partie, c'est lui qui est le plus puissant. N'oubliez pas que vous avez des déserts immenses ici. Donc, c'est grand par la taille, mais c'est pas la région forcément la plus riche, d'accord ? Vous avez une grande partie de cette zone-là, notamment tout ce qui est la Gédrosie, là aussi, et l'Arcosie. Vous êtes dans des zones qui sont largement désertiques, vous ne faites pas d'agriculture, il y a peu de monde. Mais bon, c'est un empire et il va quand même, alors c'est son royaume à Séleucos et très rapidement, eh ben, vous voyez toute la partie qui est la Batraciane, etc. La partie va se révolter et il va perdre et les Parthes, donc qui viennent de partie, fonderont un nouvel empire dont on reparlera plus tard. Mais son empire va se réduire et Séleucos en réalité il sera très rapidement roi de Mésopotamie, ce qui n'est pas rien. Mais il contrôlera principalement la Mésopotamie, ça tombe bien, c'est la région la plus riche de son royaume. Ici, en Thrace et dans une partie de l'Anatolie, c'est Lysimaque, le diadoque Lysimaque, qui va fonder un royaume. D'accord ? Pour ce qui est de la Macédoine, c'est Cassandre qui deviendra roi de Macédoine. Et qui contrôlera rapidement, de par son influence, il contrôlera une partie de la Grèce continentale et du Péloponnèse. Et en Égypte, c'est Ptolémée, le diadoque Ptolémée, qui deviendra roi d'Égypte, et il va créer une grande dynastie. Et vous verrez que vous connaissez un membre important de cette dynastie. Mais je vous dirai lequel à la fin de la vidéo. Alors, quel est l'héritage d'Alexandre ? Eh bien, vous voyez sur cette carte, ces royaumes, on les appelle les royaumes hellénistiques. Pourquoi ? Parce que Alexandre, certes, il va mourir, certes, son empire ne va pas lui survivre, puisqu'il va être divisé en royaumes, mais les Grecs vont s'installer dans ces villes qu'ils ont conquises, dans ce monde qu'ils ont conquis. Et avec eux, ils vont amener la langue, la culture grecque, le théâtre, les tragédies, les comédies, la science grecque, la philosophie, les mathématiques, leur littérature. Bref, toute la culture grecque avec Alexandre va rayonner bien au-delà du monde grec traditionnel, du monde grec et de ses colonies dont on a parlé. Mais ce monde grec, il va s'emparer de l'Égypte et de l'Empire perse. Ce qui fait qu'on va, pendant des siècles, presque 1000 ans derrière, eh ben on va continuer à parler grec ici. Donc c'est la langue et leur culture qu'a amené Alexandre. Mais il a amené plus que ça. Vous voyez cette ville d'Alexandrie qu'il a fondée, Alexandrie d'Égypte, et qui existe toujours. Eh bien, cette ville, elle va briller après lui, puisque ça va être l'une des plus grandes villes du monde antique, une des villes les plus importantes. Alors vous voyez, c'est une ville fondée dans le delta du Nil, là au nord de l'Égypte. Alors cette ville, ça va être une ville modèle. Il a voulu que ce soit la plus belle ville qui soit à l'époque, et ce sera la plus grande. Ce sera la plus grande pendant longtemps. On a au milieu une grande avenue qui la traverse, qui la coupe en deux, qu'on appelle la voie canoptique. Le long de cette voie, vous avez des temples, vous avez des bâtiments. On a un palais royal, évidemment, le palais royal des Ptolémées. Vous avez un port, vous avez un musée, vous avez le gymnase où on fait du sport, un stade pour les championnats de sport, les compétitions sportives. Des temples, évidemment. Des temples qui sont dédiés à la fois aux dieux grecs, vous voyez avec Poséidon, mais aux dieux égyptiens. Les Grecs respectent la culture des Égyptiens. Et vous avez cette île-là, cette île de Pharos sur laquelle on a construit une digue, c'est-à-dire une voie aménagée qui permet d'y aller à pied. Et à côté de cette île de Pharos, vous avez compris, on a construit un bâtiment, un sémaphore, qu'on appelle le phare du nom de l'île. Et puis il y a une bibliothèque ici. Alors on va voir tout ça. Vous voyez une représentation de ce qu'était la voie canoptique, voie gigantesque, plusieurs kilomètres de long. La plus grande avenue du monde, sans doute la plus belle. Le fameux phare d'Alexandrie, vous le voyez, ce sera considéré comme une merveille du monde, c'est-à-dire un des bâtiments les plus importants qui a été construit, une des grandes merveilles du monde antique. Et la grande bibliothèque, dans laquelle
Les Grecs vont réunir 400 000 rouleaux. Alors les rouleaux, c'est l'équivalent des manuscrits, des parchemins de l'époque. D'accord, ils sont en papyrus. 400 000 rouleaux. Toute la connaissance. Les Grecs vont traduire tout ce qu'ils peuvent dans tous les territoires où on parle le grec. On traduira les livres égyptiens, les livres perses, les livres hébreux. On en reparlera notamment de ça. Bref, vous avez la première grande bibliothèque qui est constituée où tous les Grecs peuvent venir étudier et ont accès à la connaissance. Donc vous voyez, concrètement, la grande bibliothèque, c'est l'ancêtre très lointain de nos encyclopédies, de Gallica, etc. Je vous ai dit que vous connaissiez un souverain de la dynastie des Ptolémées, et oui, c'est elle, Cléopâtre, qui sera la dernière reine d'Égypte, évidemment, et qui était grecque. Elle était reine d'Égypte, mais elle parlait le grec. Donc quand on la représente sous les traits d'une égyptienne, c'est sans doute exagéré. Elle était grecque, c'était une Ptolémée, et ce sera elle, la grande souveraine, vous voyez, du dernier royaume hellénique. Alors comment est-ce que ça va se terminer, tout ça, ces royaumes helléniques? Eh bien tout simplement, ils vont durer des siècles, la culture grecque va s'installer là. Mais vous voyez, là c'est marqué SPQR, Senatus Populus Quino Romae. Il y a une ville qui va commencer à apparaître. Il y a une cité dans une région qu'on appelle le Latium en Italie et qui s'appelle Rome. Eh bien, ce sera l'objet du prochain chapitre. À partir de l'an, vous verrez, du 3e siècle avant Jésus-Christ, cette petite ville, cette république romaine, va commencer à conquérir des territoires et va être de plus en plus puissante. Et c'est elle qui, en moins 30 avant Jésus-Christ, entre moins 150 et moins 30 avant Jésus-Christ, va faire la conquête de tout le monde grec. Mais ça, ce sera l'objet du chapitre sur l'Empire romain.